Alors bonjour, je voulais faire un petit essai performé pour accompagner la parution du numéro 5 des demandes de bourse des territoires de calque. Dans ce vidéo qui accompagne l'essai performé, vous allez m'entendre, mais vous n'allez pas me voir en train de lire tout et performer tout ça. Je vais plutôt présenter un aspect de ma pratique artistique en lien avec les territoires de calque, c'est-à-dire qu'on va voir tout au long de cette mini-conférence, on va voir les étapes d'une illustration d'un visage expressif. Illustrer un visage expressif avec la richesse des tonalités d'expression, c'est très difficile. Je n'arriverai pas à le faire par moi-même, je n'ai pas de talent d'illustrateur, mais j'ai avec moi un scanner 3D et j'ai commencé à faire ça. Je scanne mon visage et après ça, je transforme mon visage numérisé en polygone et je l'intègre dans les illustrations. C'est ça qu'on va voir. Et cet essai performé qui va accompagner la pratique artistique du scan et des illustrations, ben, il va porter sur la démiurgie et la préfiguration, deux pratiques qui sont un peu plus propres à la fantasy et la science-fiction. Je vais parler de ça à propos du numéro 5 parce que c'est un numéro un peu spécial dans la série jusqu'à maintenant. Ce numéro 5-là, il porte en grande partie sur le Conseil des arts lui-même plutôt que sur les artistes qui font une demande. Il porte sur le Conseil des arts, sur ses responsabilités, sur la manière dont il s'inscrit dans le monde de calque. Donc, il est question d'alliance avec les instances politiques, de la place qu'occupe l'art puis le Conseil des arts dans ce monde-là. C'est aussi un numéro qui réfléchit un peu de biais aux questions soulevées par la Commission Vérité et Réconciliation qui a eu lieu il y a quelques années, notamment aux questions de savoir si les résultats et les conclusions de cette commission-là s'inscriraient plus dans un contexte post-colonial ou décolonial. Le numéro 5, c'est aussi un numéro qui est un peu un tournant dans ma série parce que je pense qu'on vient d'atteindre l'espèce de seuil où il y a maintenant assez d'éléments qui ont été posés de ce monde-là pour qu'on puisse commencer à sentir un petit peu l'ampleur que j'essaie de donner, la texture de ce monde-là qui se déploie dans les territoires de calque. Et donc, si vous êtes un lecteur de fantasy, que vous aimez les séries et où on voit se développer un monde, c'est peut-être le numéro idéal pour entrer dans la série parce que c'est peut-être le premier numéro où on peut vraiment se plonger dans ce monde-là, un monde imaginaire et consistant, et commencer à connecter des éléments qui ne sont pas donnés explicitement, des éléments d'intrigue, des éléments d'histoire, et aussi faire aller cet aspect de l'imagination qui est propre à quand on lit de la fantasy, où on peut anticiper ce qui vient. Et donc, c'est pour ça que je voulais présenter les deux concepts que je vais présenter aujourd'hui, soit la préfiguration et la démiurgie. Il y a un terme en anglais pour démiurgie que j'aime moins, qui s'appelle world building, et il y a un terme en anglais qui est plus commun que préfiguration, ça s'appelle foreshadowing, et moi je vais donner une définition un petit peu différente de la préfiguration. Et donc voilà, on peut commencer. Alors, la démiurgie, c'est une pratique littéraire qui s'applique peut-être un peu plus à la fantasy et à la science-fiction qu'aux autres genres, en ce qu'elle consiste dans la création d'un monde, c'est-à-dire quand on écrit un texte de fantasy, quand on écrit un texte de science-fiction, souvent, il faut inventer une géographie, inventer une histoire à ce monde-là, ce qui n'est pas le cas de la pratique de roman conventionnel. Il y a des gens qui pourraient dire évidemment que toute pratique de roman, toute pratique de récit implique une forme de démiurgie. Je peux tout à fait leur donner raison, mais une des particularités de la démiurgie en fantasy, c'est que c'est une dimension qui est plus importante, c'est-à-dire que la pratique de lecture de fantasy et de science-fiction est différente de la pratique de lecture de roman plus conventionnelle, au sens où la chose qu'on vise n'est pas nécessairement le récit et l'aboutissement de ce récit-là. Il est très possible qu'une œuvre de fantasy, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, ça peut être une série télé, il est très possible que le but ce soit de viser le monde qui est au-delà de ce récit-là pour provoquer une forme d'émerveillement et une forme aussi de pratique active de l'imagination. Je veux dire par là qu'une démiurgie qui est réussie dans une histoire de fantasy va faire sentir au lecteur que le récit est secondaire par rapport au monde qui est présenté. Le récit, c'est une porte d'accès vers un monde qui est beaucoup plus vaste. Et quand cette chose-là est réussie, ben la place du lecteur, elle change complètement. C'est-à-dire que le lecteur n'est pas là pour se défiler l'histoire, faire en sorte que l'histoire, à mesure qu'on la lit, va aller d'un point A à une finale B. En fait, une œuvre qui est portée par sa propre démiurgie va faire en sorte que le lecteur va pouvoir s'interrompre, va pouvoir méditer sur le monde qui lui est présenté
présenter et faire un acte d'imagination qui va accompagner, qui va essayer d'assouvir son acte, son impression d'émerveillement face à ce monde-là. Moi, je peux dire que dans les premières émotions esthétiques que j'ai pu vivre quand j'étais tout jeune, c'est les films de Star Wars. C'était la première fois, je pense, que j'avais cette impression-là. Je ne sais plus quel âge j'avais, 6, 7, 8, 9 ans. Il y a un élément à un moment donné de détail qui est en arrière-fond ou un élément de conversation qui est donné. Et moi qui étais tout jeune à ce moment-là, ma première émotion esthétique de démiurgie, ça a été de réaliser « Oh mon Dieu, mais le monde de la guerre des étoiles est beaucoup plus vaste que l'histoire qu'on est en train de voir. » Et la chose qui est vraiment extraordinaire, je trouve, dans ce rapport du lecteur ou du spectateur à la démiurgie, c'est que quand on est tout petit, on a une expérience qui est aussi riche que quand on est plus grand, plus vieux. L'expérience est très sensorielle, très corporelle, très peu rationnelle et très peu figurative. Quand j'étais petit, les expériences de démiurgie que j'avais, l'impression soudainement, par exemple, quand j'écoutais les mystérieuses cités d'or, par exemple, l'impression que le monde était beaucoup plus vaste que l'histoire qui nous était présentée, ça me donnait une espèce d'impression que je pouvais presque toucher cette réalité-là alternative et que je pouvais la toucher par mon imaginaire. J'étais incapable de créer des images, j'étais incapable de créer une histoire, j'étais incapable de créer quoi que ce soit, mais toute mon imagination était profondément suscité et convoqué par l'impression que le monde de démiurgie, la guerre des étoiles ou des mystérieuses cités d'or était plus vaste et que le récit n'était qu'une porte d'entrée. Pour réussir à provoquer cette expérience de démiurgie, ça demande de pratiquer la littérature d'une manière très très différente. Souvent, les pratiques de récit nous invitent à considérer la construction du récit, la construction des personnages avant toute autre chose. Mais quand on écrit de la fantasy, il faut que tout ça se fasse en parallèle et préférablement même, c'est possible qu'on doive construire le monde avant de construire le récit, de telle manière à ce que quand on va se plonger dans le récit, on va maîtriser le monde jusqu'au bout des doigts pour faire en sorte que les personnages donnent l'impression de parler depuis leur propre réalité, plutôt que de donner l'impression qu'ils sont des espèces de marionnettes dans un castelet préparés pour le grand émerveillement du lecteur. Cette chose-là est très, très difficile à réussir, c'est-à-dire que dans la création démiurgique de ce monde-là, il faut absolument trouver des manières de présenter ce monde-là pour pas qu'il serve absolument tous les aspects du récit. Il y a une espèce de mesure à trouver où il y a des choses qui peuvent être données de cet univers-là qui vont pas servir absolument le récit. Une œuvre de démiurgie qui serait pas réussie, c'est par exemple les contes philosophiques de Voltaire qui sont très très frustrants quand on veut les lire d'un point de vue de fantasy. On voit un monde où les personnages sont des marionnettes qui sont là pour illustrer une question, illustrer un problème, ils deviennent une espèce d'allégorie d'autre chose et ces personnages-là sont très peu consistants. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont sert le propos politique, le propos philosophique de Voltaire. Alors que la fantasy a évolué depuis Voltaire de toutes sortes de manières, mais entre autres pour donner au moins l'impression que ce monde-là est cohérent en lui-même, que c'est possible de vivre dans ce monde-là et que ce monde-là n'est pas là que pour illustrer une thèse ou un point de vue ou une manière détournée de parler de notre monde. Et donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre ce qu'on veut dire et le monde qui se trouve au-delà du récit qu'on est en train de présenter. Et je parlais de contes à l'instant et ça m'amène à parler d'un des aspects que je trouve le plus intéressant dans l'écriture de fantasy, dans la lecture de fantasy, c'est que ça nous permet en quelque sorte de nous reconnecter avec une espèce de sentiment d'enfance perdue. La fantasy, c'est comme une espèce de littérature qui se trouve dans une sorte d'équilibre entre le conte et le roman. Si l'œuvre de fantasy est trop portée du côté du roman, il y a quelque chose qui s'effondre. Et si l'œuvre de fantasy retourne trop dans l'aspect féerique du conte, il y a quelque chose qui s'effondre aussi. Je parle de cette recherche d'équilibre-là parce que le travail de démiurgie en fantasy est très central à la recherche de cet équilibre-là. C'est-à-dire que la chose qui est extraordinaire dans le conte de fées traditionnel, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont données mais pas expliquées. Les personnages, par exemple, sont dépourvus d'intériorité. Tout peut se dérouler comme dans un rêve. Les choses peuvent être
posé comme irrationnel. Et Merveilleux fonctionne beaucoup sur ce non-dit-là. Quand on voit le petit chaperon rouge devant le loup déguisé en grand-mère, le récit s'effondrerait si le petit chaperon rouge, on le voyait trop réfléchir à voix haute, ou si on avait accès à son intériorité. Si le petit chaperon rouge se demandait « Mais c'est pas ma grand-mère. Comment ça se fait que c'est pas ma grand-mère? Comment ça se fait que ce loup-là ressemble à une grand-mère? Est-ce qu'il y a des précédents que je connais qui font en sorte qu'un loup peut ressembler à une grand-mère, etc. » Non, on est dans une espèce de séquence onirique, de séquence plus proche du rêve que de la réalité. Et dans la fantasy, on joue beaucoup avec ça dans la mesure où il y a presque toujours une dimension de magie. Il y a tout un ballet qui s'organise autour de l'explication totale ou non des fonctionnements, des dispositifs magiques qui ont lieu dans ce monde-là. Et c'est très, très fascinant. La magie est une source d'émerveillement pour le lecteur, mais elle n'est pas la même source d'émerveillement pour le personnage. Le personnage vit dans un monde où la magie existe. C'est à peu près constant dans les romans de fantasy que la magie est une chose qui est hors de l'ordinaire, mais qui n'est pas absolument impossible ou extraordinaire. Et l'auteur se trouve lui aussi dans cette position où il serait en mesure d'expliquer totalement les dispositifs qui permettent la magie dans ce monde-là, mais plus l'auteur en explique sur la magie, plus l'émerveillement va s'effacer. On peut réserver ça pour la fin, parce que si on l'explique dès le départ, il y a quelque chose qui est brisé dans l'espèce de pacte d'émerveillement qui a lieu entre les personnages, l'auteur et le lecteur. Le personnage ne peut pas expliquer la magie parce qu'il est dans un monde où elle est donnée. Le lecteur ne veut pas qu'on lui explique la magie parce qu'il y a une dimension d'émerveillement à laquelle il tient. Et l'auteur ne peut pas ou ne veut pas. C'est à lui de choisir le niveau d'explication qu'il va donner au procédé, au processus, à la mécanique de la magie de son monde. Tout ça, ça nous amène aussi à parler du fait qu'il y a une dimension connectée à l'enfance perdue quand on lit de la fantasy. Quand on est un enfant, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, la magie, c'est une chose possible, c'est une chose qui fait partie du monde. Si les animaux parlent pas, on peut imaginer que quand on n'est pas là, les animaux parlent. Les enfants ont un rapport au réel qui est différent du nôtre. Et c'est pas parce que les enfants sont mal formés ou sont pas encore au fait de la facture de la réalité. C'est en fait, je pense, parce que les enfants sont marginalisés, sont dans un monde d'adultes qui est fait pour les adultes et ils voient ce monde-là d'en bas. Et les populations marginales ont souvent une conception de la réalité qui est différente. C'est pas pour dire que le monde rationnel a plus de valeur ou plus de réalité ou plus de consistance que le monde de l'enfance. Au contraire, le monde de l'enfance possède des potentialités de la perception du réel qui sont inaccessibles aux adultes. Moi, j'ai un souvenir très riche de ce moment-là où j'ai commencé à me rendre compte que je basculais dans l'âge adulte. Quand on est aux fin du secondaire, 4, 5, des fois on a l'impression que l'âge adulte n'arrive pas assez vite, assez rapidement à notre goût. On voudrait à tout prix avoir plus d'autonomie. On sent qu'on est prêt à avoir plus d'autonomie, à prendre des décisions, à ce qu'on nous écoute. Donc, on voudrait être adulte le plus rapidement possible. Et on se rend pas compte à ce moment-là qu'on retourne dans l'enfance comme on veut. Mais moi, l'expérience que j'ai vécue à un moment donné, j'étais au cégep, première année, deuxième année, et j'ai réalisé que l'accès à l'enfance était de plus en plus difficile. J'étais de plus en plus dans le monde des adultes et j'avais de moins en moins de possibilités de retourner à cet état d'enfance-là. J'essayais de continuer de jouer, mais l'émerveillement et la capacité de me plonger absolument dans le monde imaginaire que j'étais en train d'inventer ou que j'étais en train de performer dans le jeu me devenait de plus en plus inaccessible, sinon par ironie, sinon par un faux jeu qui cachait en fait une espèce de fermeture de plus en plus grande cet accès à de l'imaginaire à un monde qui n'existait pas. Et la chose qui est particulière, je trouve, de la fantasy, c'est qu'il y a tout un paquet de dispositifs littéraires qui sont mis en place pour redonner une espèce d'accès ou préserver tout ce qui peut rester de la capacité pour un adulte d'accéder à un univers parallèle, à un univers consistant, dont l'exploration est menée par l'imaginaire du lecteur. Cette chose-là, ça s'aménage de toutes sortes de manières. C'est la raison peut-être pour laquelle il y a beaucoup de fantasy qui sont faites depuis le point de vue d'un enfant. Le point de vue de l'enfant est vraiment utile en fantasy parce que l'enfant découvre un monde qu'il connaît pas. Ça nous permet de présenter beaucoup d'éléments de ce monde-là. Et aussi, le lecteur se trouve comme pris par la main par l'auteur qui lui présente son monde d'une manière analogue à un enfant à qui le parent présente le monde.
monde. Et comme je le disais tout à l'heure, ce monde-là qui se trouve en équilibre entre le conte et le roman, c'est aussi un monde qui se trouve en équilibre entre l'enfance et l'âge adulte. Et moi, je trouve que c'est pas une manière de régression, c'est pas une manière de divertissement, c'est pas une manière de vouloir faire en sorte de ne jamais être adulte parce qu'être adulte, c'est plate, être adulte, c'est trop de responsabilités. Au contraire, je trouve que la fantasy, une des potentialités les plus importantes de la fantasy, c'est de pouvoir retrouver un accès à ce genre de rationalité alternative, à rationalité où les consistances du monde est beaucoup plus riche que celle d'une réalité sans hypermonde, sans au-delà du monde, sans forces tragiques qui sont inaccessibles aux êtres rationnels qui ne se fient qu'à leur propre sens et à leur propre logique. Tout ça, ça m'amène à parler d'un autre aspect de la démiurgie en fantasy qui est aussi importante, c'est qu'on peut construire tout dans un monde de fantasy. On est obligé de construire une certaine géographie, une certaine histoire, une certaine politique, de la culture, de la biologie, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, quand on construit ce monde-là, on peut avoir l'impression qu'on est tout puissant et on peut avoir l'impression qu'on peut aller infiniment dans le détail. Si j'inventais la ville de Montréal, je devrais me battre pour la défaire et la refaire, mais quand j'invente un monde imaginaire, j'ai l'impression que je peux partir de zéro et construire ce monde de bout en bout. Mais ce serait se tromper parce que la limite de la démiurgie, ce n'est pas du tout l'imagination débridée. En fait, la limite de la démiurgie, c'est l'horizon encyclopédique. Au sens où si on décide d'inventer dans le détail tous les aspects du monde, on va finir par ne pas raconter une histoire, mais par présenter une encyclopédie qui va ne servir à rien d'autre qu'à détailler un monde qui est dépourvu de connexion avec le nôtre. C'est un des aspects qui fascine dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il y a une dimension encyclopédique qui est époustouflante, mais qui, on doit se l'avouer, est un petit peu ennuyante pour le lecteur. La fantasy, après Tolkien, s'est ajustée de toutes sortes de manières à cette réalité-là, ce qui fait que les livres d'Ursula Le Guin, Terre-Mère, sont peut-être beaucoup plus faciles et beaucoup plus intéressants à lire que Tolkien, et ont eu beaucoup plus d'influence que le monde de Tolkien à la suite de ça. Donc, écrire de la fantasy, c'est essayer de trouver de quelle manière est-ce qu'on va présenter ce monde-là sans que ce monde-là se résume à une encyclopédie. C'est très, très difficile parce que la tentation est forte de présenter dans le récit une pause où on va avoir un personnage qui va expliquer le monde de long en large. Et on veut absolument éviter ces moments d'exposition-là, de sorte que la démiurgie est indissociable d'un autre concept que j'avais annoncé, qui est la préfiguration. La préfiguration, en anglais, c'est le foreshadowing, et comme dans préfiguration, laisse à penser que ça concerne l'annonce de choses qui vont venir ensuite. Il y a une dimension qu'on peut imaginer prophétique à la préfiguration. Mais en fait, pour moi, la préfiguration, ça consiste en une espèce d'art de présenter le monde sans avoir à le détailler dans un grand bloc d'exposition. La préfiguration, c'est la technique qui consiste à faire en sorte qu'un personnage, au passage, va mentionner un élément, et cet élément-là du monde qui ne concerne pas sa propre histoire, ou il ne concerne pas le grand récit, va se trouver expliqué plus tard. Donc, les éléments du monde sont donnés au compte-gouttes de toutes sortes de manières, ou alors, encore mieux, c'est quand on dévoile un élément du monde qui demeure mystérieux, de manière à ce que les lecteurs soient en attente et en anticipation de cet élément-là qui vient d'être donné par la préfiguration. J'ai l'impression que la préfiguration est encore somme toute assez récente comme technique formalisée d'écriture et comme technique de récit. Moi-même, je ne peux pas dire que j'en ai fait l'expérience d'une manière très très intense dans beaucoup d'œuvres, sinon peut-être dans One Piece dont je vais parler et dans le King Killer Chronicle de Patrick Rothfuss. En ce qui me concerne, moi, une des grandes influences concernant la manière dont je voulais faire la préfiguration dans ma série des demandes de bourse des territoires de calque, eh bien, elle m'est venue de la série de
de manga japonais qui s'appelle One Piece, d'Eiichiro Oda. Je sais que les gens qui ont mon âge connaissent à peu près pas One Piece, à part ceux qui ont et celles qui ont des préadolescentes et préadolescents et adolescentes et adolescents, parce que One Piece est aujourd'hui très très populaire auprès des gens dans la fin dizaine et début vingtaine. Cette série-là, elle est publiée en continu depuis 25 ans et moi j'ai eu la chance de commencer presque au début à suivre cette série-là. Au début, je regardais les animés et puis à un moment donné, j'étais tellement pris dans la préfiguration et tellement pris dans l'anticipation que je me suis mis à lire les mangas parce que les mangas paraissent plus vite que les animés. Une chose que j'aime vraiment beaucoup dans One Piece, c'est que Eiichiro Oda, l'auteur, a peu de choses près le même âge que moi et on partage certaines influences de culture populaire qui sont chères à mon cœur, dont Vic le Viking. Et c'est pas clair si Eiichiro Oda a été influencé par les mystérieuses cités d'or, mais il y a vraiment une vibe très très forte de mystérieuses cités d'or dans la série One Piece. Un monde perdu, il y a même une cité d'or à un moment donné, un personnage qui est le seul à savoir déchiffrer les énigmes qui permettent de se rendre au trésor final. Et puis la chose qui est extraordinaire de One Piece, c'est que ça fait 25 ans que ça dure, il y a très très peu d'exemples, mais c'est un manga qui reste bon et qui reste innovateur même après plus que 1000 chapitres, 1100, 1150 chapitres. À mon sens, One Piece a l'ampleur générationnelle mondiale de ce que les Beatles ou Star Wars ou Super Mario Bros ont pu avoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'ici quelques années, même si tu n'as jamais suivi le manga, si tu n'as jamais écouté l'anime, les gens vont pouvoir reconnaître des éléments de culture commune qui vont provenir de One Piece. En tout cas, c'est mon pari à moi. Je trouve cette série-là extraordinaire et entre autres, à cause du travail de préfiguration vraiment extraordinaire qu'Eiichiro Oda met dans sa série, est extraordinaire. Le monde de One Piece est un monde qui est vraiment vaste en lieux, en histoire, puis en personnages. Il y a des centaines et des centaines de personnages et autant les lieux, l'histoire et les personnages, eh bien, ils sont travaillés de manière à être annoncés, présentés en arrière-plan des fois 300 ou 400 chapitres avant leur introduction officielle et formelle. Et tous ces éléments-là d'histoire, de lieux, de personnages sont très très bien interreliés de manière à ce que quand tu as un grand morceau d'histoire qui est donné, c'est vraiment une espèce d'excitation, moment exaltant, extraordinaire. Et il y a des tonnes de comptes YouTube de gens qui font des théories de One Piece, qui sont des spécialistes de l'anticipation, parce que le travail de préfiguration est tellement bien fait dans One Piece que l'apparition des éléments qui sont donnés, on peut les anticiper et souvent avoir raison, parce que tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est suggéré, tout ce qui est présenté de biais est assez bien fait et assez cohérent pour qu'on puisse deviner qu'est-ce qui va se passer. D'un point de vue philosophique, la préfiguration de One Piece et l'anticipation qu'elle permet, ça nous permet de comprendre la conception augustinienne du temps qu'on trouve dans les confessions d'Augustin d'Hippone ou de Saint-Augustin, selon comment on veut l'appeler. Ce concept de temporalité-là est vraiment très classique et vraiment très très riche, c'est-à-dire que pour Augustin d'Hippone, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir et pourtant il y a un temps. Il n'y a pas de présent parce que l'instant est insaisissable, c'est-à-dire qu'au moment où on se dit maintenant, ce moment-là est toujours passé, on est incapable de saisir l'instant présent, l'instant il est sans durée, donc c'est une temporalité sans temporalité. Le passé lui-même, on ne trouve que des traces, on n'a jamais connecté avec le passé on ne peut que s'en souvenir et donc on ne peut jamais le saisir. Et l'avenir, de la même manière, l'avenir est jamais présentifié, l'avenir est toujours à venir et l'avenir, on ne peut que l'anticiper. Et bien, quand on lit One Piece et quand on vit la lecture d'une œuvre, surtout en feuilleton, une lecture d'une œuvre qui a fait un travail de démiurgie et de préfiguration qui est efficace et réussi, bien, on se retrouve dans cette même situation, c'est-à-dire que le chapitre de la semaine qu'on est en train de lire ou le chapitre du feuilleton qu'on est en train de lire, on en fait l'expérience, mais on n'en fait pas tant l'expérience quand on est dans l'anticipation parce que les éléments qui se mettent en place dans le chapitre de la semaine nous font nous rappeler plutôt à la mémoire tous les éléments qui ont été placés auparavant et ces éléments-là nous permettent de connecter les éléments qui ont été placés auparavant pour nous permettre de mieux anticiper les événements
à venir. Et c'est une expérience vraiment particulière et exaltante, c'est-à-dire qu'on n'a pas les yeux dans le présent quand on lit une œuvre où la démiurgie et la préfiguration sont cohérentes. Le présent nous permet plutôt de connecter le passé avec l'anticipation de l'avenir et ainsi faire en sorte de donner au présent une facture, une texture, une expérience qui autrement ne serait pas aussi riche. Et ce que je disais plus tôt à propos de la difficulté de faire de la démiurgie, c'est-à-dire que on se retrouve potentiellement à présenter à un lecteur qui en veut pas les détails d'une encyclopédie qui sert à rien d'autre qu'à comprendre que ce monde-là est riche et différent d'une autre. Quand la préfiguration est réussie, notre attention est entièrement tournée de telle manière que quand il y a un élément de démiurgie qui est donné, on est heureux et on a vraiment hâte que ça arrive. Ce moment-là est attendu, désiré, alors que quand la démiurgie est moins dynamique, on se retrouve, par exemple, comme dans les pages classiques pour critiquer le Seigneur des Anneaux, où on se retrouve à quelqu'un qui allume une pipe et on a 10 pages sur comment on cultive le tabac et comment on fait les pipes dans ce monde-là. Et la chose que je trouve vraiment extraordinaire de l'anticipation, c'est que dans la fantasy que je trouve réussie, on arrête de lire avec les yeux, on arrête de lire le texte. On lit le texte, bien sûr, mais notre attention est tournée entièrement vers notre imagination. On médite en quelque sorte sur ce texte-là. C'est notre manière de faire l'expérience de ce monde-là, c'est-à-dire qu'on essaie de connecter les fils qui n'ont pas encore été connectés explicitement, connecter les éléments ensemble. C'est ça la richesse de l'expérience. Tu passes beaucoup de temps à repenser à ce que tu as lu, à réfléchir aux éléments de démiurgie qui ont été dévoilés et tente dans une espèce de méditation qui est vraiment très, très agréable où tu considères les futurs possibles et hypothétiques du monde qui a été présenté dans la série. Qu'est-ce que ça va être, par exemple, le trésor de One Piece, dont on a maintenant quelques éléments, mais pas suffisamment pour savoir exactement ce que c'est, où se trouve la dernière île, où se trouve le trésor, qu'est-ce que c'est la volonté du dé qui se trouve dans le nom de plusieurs personnages, qu'est-ce qui était en jeu dans ce siècle oublié de One Piece, qu'est-ce que c'est la nature des fruits du démon, etc. Il y a des petits mystères dans One Piece et des moyens mystères et des grands mystères et le génie de Eiichiro Oda, c'est d'arriver à faire jouer ensemble tous ces éléments-là. Il y a cette même expérience-là dans une des meilleures séries de fantasy que j'ai lues, qui n'est pas terminée encore, qui s'appelle King Killer Chronicle de Patrick Rothfuss, où il y a de la même manière des petits mystères, des moyens mystères, des grands mystères, et c'est absolument palpitant. Essayez de démêler ça parce que Patrick Rothfuss, comme Eiichiro Oda, réussit à saupoudrer assez d'éléments de l'immense démiurgie, le travail de démiurgie qu'il a fait pour qu'on puisse avoir une espèce d'expérience d'anticipation très, très riche. Et moi, j'essaye à mon tour, dans les territoires de calque, de faire un travail de démiurgie, faire un travail de préfiguration. Je ne sais pas si ça fonctionne. La chose qui est particulière, c'est que moi, j'utilise pas un récit. J'utilise des demandes de bourse. J'utilise des commentaires sur les demandes de bourse pour dévoiler des éléments de cet univers-là. La chose que j'essaye de faire dans mon travail de démiurgie, c'est de construire ce monde-là et que ce monde-là soit cohérent. La surprise que j'ai eue à travailler là-dessus, c'était que je pensais au début que créer un monde, c'était plus ou moins aligner toutes sortes de menteries et faire en sorte que ces menteries-là se contredisent pas les unes les autres et de pas oublier que la menterie que tu as dit au numéro 1, au numéro 6, il faut que tu t'en rappelles. Non, en fait, j'ai eu la chance de bien me placer dès le départ et puis mon univers, je dirais plutôt que je passe plutôt du flou au plus clair plutôt qu'une bible des menteries à laquelle je devrais retourner pour essayer de ne pas me contredire dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'essaie de me connecter avec mon intuition, de faire en sorte que ce monde-là ressemble à ma vision du monde, ressemble à ma vision des sensibilités, à ma vision de ce que c'est une réalité pour que je puisse faire en sorte de me déplacer dans ce monde-là, du flou au clair plutôt que du vrai au non vrai, du faux au non faux. Je fais très attention pour que les éléments de fantasy que j'emprunte un peu partout soient pas trop clichés, soient pas trop prévisible, soit pas trop conforme non plus à la fantasy américaine ou à la fantasy anglaise. Parce qu'il n'y a presque pas de tradition de fantasy québécoise, je dois essayer de trouver des éléments dans la culture québécoise, dans le monde artistique, la réalité québécoise que je connais et trouver une manière de les déplacer dans l'univers de calque. Une question que je me posais, sur laquelle je reviendrai peut-être dans un numéro ultérieur, c'était le niveau de langue. Est-ce que ce serait possible d'avoir un parler québécois dans un truc de fantasy sans que la fantasy s'effondre parce que le parler québécois est
surassocié à un hyper-réalisme très, très populaire. Et donc, dans le numéro 5, j'ai essayé ça. J'ai fait en sorte que les aventuriers ont un accent québécois qui est pas, c'est pas du gros joual, l'orthographier de la manière la plus orale, mais ils disent tu peux-tu ou genre il n'y a pas de ne dans les phrases négatives. Et j'ai essayé quelque chose et jusqu'à maintenant, les gens m'ont dit que ça paraissait pas trop, ça défaisait pas le monde imaginaire pour en faire un monde irréaliste avec l'apparition d'un parler qui est trop local et trop réaliste dans ses connotations. Et de la même manière avec les comportements, les réactions, la sensibilité, j'essaie de m'inspirer des gens que je connais, des gens que j'ai vus aller dans le milieu culturel et ailleurs autour de moi pour essayer de faire en sorte que ce monde-là file réaliste tout en étant un monde où la magie existe, où les créatures non humaines côtoient les créatures humaines. Et comme je le disais au début de cet essai performé-là, il y a déjà un petit bout de temps, le numéro 5 me semble, à mon sens, une bonne porte d'entrée dans les territoires de calque. Si vous êtes intéressé par cette expérience-là d'anticipation et que vous êtes des amateurs de préfiguration, de démiurgie, parce que dans ce numéro-là, on voit les évaluateurs du Conseil des Arts se démener pour essayer de trouver quoi faire avec une demande qui ressemble à aucun projet. Et ça les amène à réfléchir sur le monde, sur le sens de l'art. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés aussi, des éléments qui reviennent des numéros précédents. Alors, si ça vous intéresse d'acheter ce numéro-là, vous pouvez vous rendre sur doctorac.co pour commander le zine et la livraison est gratuite et surtout j'ai découvert ça cet automne, la formule d'abonnement est très efficace. Alors vous pouvez aussi dans la section territoire de calque de la boutique en ligne doctorac.co, vous pouvez vous abonner pour 5 numéros et comme ça vivre l'expérience de feuilleton. À mesure que les numéros sortent, vous allez le recevoir à la maison sans frais supplémentaires. Vous pouvez avoir droit à une figurine qui va vous être livrée chez vous et vous allez recevoir des suppléments que les non-abonnés ne recevront pas et qui ont trait aussi à des éléments de démiurgie et de préfiguration plus fortes. Par exemple, cet été, je vais faire parvenir un extrait des correspondances que les évaluateurs s'envoient les uns les autres, dans lesquelles ils discutent du monde dans lequel ils vivent et ça nous permet de nous connaître un peu plus les évaluateurs. Alors, merci beaucoup.